même si les approches agiles sont orientées autour du développement d'un produit, on peut avoir besoin de la gestion de projet pour suivre et gérer la livraison d'une version majeure de votre produit. Donc, avec la vidéo, j'aimerais vous présenter les leviers principaux de la gestion de projet avec une approche agile. Donc, je vais y aller avec quelques leviers principaux. Le suivi de l'échéancier, le suivi du budget, le suivi de la qualité, suivi de la portée, suivi des bénéfices et le suivi des risques. Pour commencer, le suivi du temps, qui est probablement un des suivis le plus facile à faire en agile. Je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la vidéo sur le suivi d'une itération, comment on fait pour choisir la durée de son itération. Une itération devrait être suffisamment longue pour être capable de produire un incrément, parce que c'est sur la base de votre incrément que vous faites votre inspection. Si vous n'avez pas d'incrément, vous n'aurez rien à mesurer en termes de portée ou en termes de valeur à la fin de chacun de vos sprints. Donc, vous allez être obligé de vous rabattre sur le suivi des activités, qui n'est pas vraiment la façon agile de mesurer les acquis. Et il faudrait qu'il soit quand même assez court pour être capable de faire une planification empirique. Donc, si vos itérations sont tellement longues que vous n'êtes pas capable de réagir à ce qui se passe dans votre contexte d'organisation, ou que c'est tellement long que finalement, vous n'êtes pas capable de redresser votre projet en cours de livraison, bien, vous manquez de flexibilité. Donc ici, l'idée de l'itération, c'est de créer la cadence d'inspection autour de votre projet. Basé sur ces deux critères-là, vous prenez le temps total que vous allez vous accorder. Vous faites une espèce de contrainte. Par exemple, on peut se dire, on se donne 6 mois. Et là, vous allez noter des itérations sur la base de suffisamment long pour produire un incrément et suffisamment court pour être capable de faire une planification. Et là, vous allez marquer une ligne du temps dans votre suivi. Ici, je me suis permis 6 itérations sur une période quelconque. Donc, on marque le temps par les itérations. Ensuite, le budget. Le budget est aussi un levier facile à suivre, surtout si la durée de vos itérations sont stables. On a discuté ici. N'oubliez pas, on crée une cadence. Si vous changez sans arrêt la durée de vos itérations, ça va être difficile d'être prévisible sur la vélocité de vos équipes. Si votre composition d'équipe est stable et si votre définition de terminée est stable. Pour la composition de l'équipe, c'est sensiblement la même chose que la durée des itérations. Si vous changez sans arrêt la composition de votre équipe, la vélocité va fluctuer énormément, ce qui n'est pas souhaitable. Puis pour la définition de terminée, c'est directement lié à la qualité qui est notre prochain point. Si votre qualité est négociable, vous vous exposez à deux choses. Une vélocité qui fluctue ou une période de stabilisation pour rattraper la dette accumulée sur la qualité, ce qui est non souhaitable aussi. On aimerait qu'à la fin de chaque itération, l'incrément que vous allez regarder soit un incrément qui est fiable en termes d'option d'aller en production. Il faudrait toujours être capable de générer une option d'aller en production, même si en termes fonctionnels ou en termes de bénéfices, ce n'est pas encore souhaitable d'y aller. Donc, sur cette base-là, le budget n'est pas très difficile à suivre. En tout cas, surtout si vous avez une dépense qui est liée aux ressources humaines. C'est sûr que si vous avez des dépenses liées à des achats matériels, on va exclure ça, on va simplement calculer la dépense. Mais pour le reste, vous pourriez vous dire, j'ai un budget total. Puis, je vais le comparer avec mon budget consommé jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, ici, je peux avoir un budget à 1 million. Et je serais rendu à peut-être 300 000 à 400 000 sur mon budget. Donc, assez simple à suivre. Ensuite, la qualité. Normalement, la qualité, vous ne devriez pas avoir à la suivre si vous respectez à cheval la notion de la définition terminée, qui dit qu'à toutes les fois que vous livrez un incrément à la fin d'une itération, il répond complètement à nos critères de qualité. Mais comme on a vu dans la vidéo sur la gestion de la dette technique et la gestion par les items non fonctionnels, dans vos premières itérations surtout, ça peut être impossible de respecter complètement votre définition terminée, mais il y a une manière d'y arriver en utilisant des items non fonctionnels que vous allez rapporter dans votre carnet de produits. Vous allez donc avoir une dette qui est contrôlée, un peu comme nous, quand on fait des projets majeurs, on a parfois besoin de crédit.
C'est un peu la notion de crédit ici. Par contre, c'est un crédit que vous êtes capable de contrôler qu'il faudrait générer. Il faudrait éviter à tout prix de tomber dans le piège de la dette technique qui, lui, va faire paraître une vélocité qui est trichée ou qui va vous mener à une période de stabilisation vers la fin de votre projet. Donc, je vous invite à revoir la vidéo sur la dette technique et la gestion par les items non fonctionnels. Si jamais vous avez des items non fonctionnels, ben, ils vont se rapporter dans votre carnet de produits. Donc, ça va faire fluctuer le total d'efforts dans votre carnet de produits. C'est donc la manière d'actualiser votre baseline. Si vous ne faites pas ça, que vous ne rapportez pas votre crédit dans le carnet de produits, et là, ça va être caché de toutes parts. Et là, on va tomber dans le piège de la dette technique. Donc, faites attention de bien rapporter votre crédit dans le carnet de produits pour actualiser votre baseline. Donc, ça, c'est des critères qui sont des leviers qui sont assez simples à suivre dans un projet. Là, on tombe dans les items qui sont beaucoup plus fluctuants. Entre autres, la portée. La portée va se suivre par la même métrique que vous allez utiliser pour suivre votre vélocité. Donc, normalement, votre vélocité devrait être capable de suivre les efforts associés au projet. Si vous utilisez la technique du poker planning, probablement vous allez utiliser des points d'effort. Si vous utilisez des barèmes plus traditionnels, vous allez peut-être utiliser des jours personnes. Si vous êtes plutôt dans une cadence lean, vous allez plutôt utiliser des items par itération. Il n'y a pas de contrainte sur le type de métrique que vous pouvez utiliser. L'important, c'est que ces métriques-là nous permettent de mesurer l'effort requis pour le projet. Donc, la portée est le levier le plus flexible. Et je vous rappelle pourquoi. À cause de l'inversion de triangle. Si vous étiez dans une méthode traditionnelle, probablement que la première chose que vous feriez, c'est d'identifier toute la portée. De cette portée-là découlerait un budget et un échéancier. Habituellement, dans une méthode traditionnelle, on ne veut plus négocier la portée. Elle a été dure à analyser et probablement que votre conception, c'est un produit intègre, cohérent, détaillé. On est plus prêt à faire une fluctuation sur le budget et l'échéancier que de renégocier la portée. En agile, on est dans un produit à découvrir. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte plutôt d'incertitude et que la portée dans une analyse initiale est probablement impossible à déterminer. C'est pour ça qu'on va plutôt livrer des incréments pour découvrir de plus en plus notre solution. Donc, on se contraint dans notre budget, c'est pour ça que c'est plus simple à suivre, et on se contraint dans notre échéancier. Ici aussi, on s'est donné X nombre de temps pour faire la livraison du produit. Bien là, on se cadence autour des itérations, mais normalement, on n'essaie pas de dépasser le temps requis. Ce qui fait que le levier le plus flexible devient celui de la portée. Et normalement, parce qu'il est flexible, vous devriez moins être à cheval sur la portée que sur le bénéfice que vous êtes capable de retirer de votre acquis jusqu'à maintenant. Donc, les leviers de flexibilité et de contrainte sont inversés. Ici, les contraintes sont le budget, l'échéancier versus la portée, tandis qu'ici, la flexibilité est inversée. Donc, votre portée, vous pourriez tenter de la suivre avec un burn down. Exactement comme on fait quand on fait le suivi d'un sprint. Donc, si vous faisiez ça, vous metteriez l'effort total sur votre axe des Y, puis les sprints sur l'axe des X. Là, vous pourriez vous comparer par rapport à votre carnet de produits envisagé. Et là, d'un sprint à l'autre, vous pourriez marquer vos acquis. Jusqu'à maintenant, on a terminé une quinzaine de points. Donc, on sait qu'il en reste pour à peu près 85 points, par exemple. Si la métrique était les points dans votre cas. Le problème de cette technique-là, et là, je vais changer de couleur. Le problème de cette technique-là, c'est que si vous deviez faire des variations sur le carnet de produits, et ça devrait arriver puisque c'est notre levier le plus flexible, mais si vous ajoutez des éléments, vous allez être obligé de descendre en dessous du zéro.
pour actualiser votre baseline. Donc, ce n'est pas quelque chose qui habituellement est apprécié quand on fait des suivis de projet, mais c'est nécessaire si vous voulez être capable de faire l'actualisation de votre baseline. Pire, si jamais on enlevait des éléments, et c'est possible d'enlever des éléments parce qu'on pourrait décider d'aller en production plus tôt en faisant une négociation de portée plus petite, bien là, votre ligne irait au-dessus de 0. Et là, ça deviendrait contre-intuitif le suivi de votre projet. Et la raison de ça, c'est parce que le but ultime en Agile, ce n'est pas de finir la portée totale, parce que la portée est à découvrir en cours de chemin. C'est pour ça que le modèle fonctionne un peu moins bien. Ce qui fonctionne mieux, à mon avis, c'est d'utiliser un graphique qui va mesurer l'acquis et qui va le mesurer sur quelque chose qui s'ajoute. Vous pourriez utiliser, par exemple, ce que moi j'appelle un sunset graph. Donc, encore une fois, vous allez mettre votre carnet de produits à la fin comme la cible à atteindre. Mais au lieu d'essayer de consommer votre carnet de produits, vous allez montrer ce que vous avez gagné jusqu'à maintenant. Donc ici, on pourrait montrer que, encore une fois, vous avez avancé. Donc, on pourrait dire encore une quinzaine de points. Puis, vous voyez ici, au lieu de marquer une consommation, je vais marquer un acquis. Donc, 15, 30, 45. Et là, ce point-là ici va marquer le moment présent. Si on était rendu à la fin du sprint 3, c'est votre moment présent. Par le passé, vous êtes capable de mesurer l'acquis, ce que je sais que je pourrais utiliser jusqu'à maintenant. Et pour le futur, vous pourriez faire une projection. Là, pour faire votre projection, ben, vous pourriez utiliser vos vélocités. Votre vélocité, ici, toutes les vélocités étaient identiques, là, mais on pourrait imaginer que je pourrais avoir une vélocité qui était plus faible dans les 3 derniers sprints, puis une vélocité qui était plus haute dans les 3 derniers sprints. Ce qui me permettrait de faire une projection sur, dans le pire des cas, voici jusqu'où on devrait se rendre, et dans le meilleur des cas, voici jusqu'où on devrait se rendre. Et si vous jumelez cette pratique-là avec la pratique qu'on a vue dans l'identification de la valeur, par exemple, du canot, vous pourriez dire, ben, ça, c'est mon obligatoire ou l'MVP qu'il faut absolument atteindre. Ben, je suis chanceux, ma fourchette arrive au-dessus de mon MVP. Et là, si vous avez réussi à faire ça, ben, vous essayez de livrer le maximum de valeur ajoutée au-dessus de l'MVP. Par contre, si votre MVP arrive ici, le Minimal Viable Product, ben là, vous savez que votre projet est en danger parce que dans le pire des cas, on n'arrive pas en 6 sprints à atteindre le MVP. Dans le meilleur des cas, ben là, on serait capable d'y arriver. Premier réflexe d'un product owner, s'il voyait une situation comme celle-là, ça serait d'aller voir est-ce que j'ai de la portée qui a été identifiée comme nécessaire qui en réalité ne l'était pas pour essayer de faire redescendre la bande en dessous de votre projection. Évidemment, si vous vous retrouvez au-dessus de votre fourchette, ben là, votre projet est en péril. Si votre projet est en péril et que le product owner a fait le nettoyage de sa portée, il a réussi à réduire au maximum sa ligne et que votre projet est toujours en péril, ben même si ce n'est pas notre préférence d'aller jouer sur le budget et l'échéancier, vous allez être obligé d'y aller, soit pour augmenter votre vélocité, donc faire bouger le compte plus haut, le compte d'incertitude, soit pour augmenter le nombre de sprints. Puis là, évidemment, si vous augmentez le nombre de sprints, ben, votre compte va aller se placer plus haut sur des sprints supérieurs. Ce que vous ne devriez pas faire, par contre, c'est d'aller jouer sur le 4e levier qui est celui de la qualité, à moins que vous êtes en train d'identifier que vous êtes en train de faire de la surqualité. Dans ce cas-là, vous pourriez redéfinir votre définition terminée pour ramener votre projet au bon niveau de définition de la qualité, mais essayez pas d'utiliser une dette technique pour tricher sur vos vélocités, puis après ça, avoir un coût total de projet qui irait se porter sur votre maintenance, puis qui vous donnerait de mauvais résultats en production. Donc ça, ce graphique-là, sous la base de l'acquis au lieu de la base de la consommation, moi je l'appelle le sunset graph. Graphique qu'on avait conçu, moi et Elsa Larreur, quand on avait un mandat à la Société immobilière du Québec il y a quelques années. Donc là, on est capable de faire un suivi par la portée.
Vient celui de la valeur par les bénéfices. La portée, c'est bien, mais ça nous permet de faire un calcul de suivi des coûts. Donc, sachant que ça, c'est ma portée totale que j'essaie d'atteindre, ben, je peux voir que je vais être capable d'atteindre mon 100% à l'intérieur des contraintes de temps et de budget. Par contre, ça ne me permet pas de vérifier que j'ai obtenu la meilleure valeur possible, le meilleur bénéfice possible à partir de ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Si vous avez utilisé une technique comme le story mapping, vous êtes probablement capable d'identifier un pourcentage de valeur sur le pourcentage total. Donc, par exemple, vous seriez dans un domaine bancaire, votre projet serait d'économiser du temps de traitement, par exemple sur l'octroi d'un prêt hypothécaire ou sur le nombre de personnes requises pour l'octroi du prêt hypothécaire. Ben là, vous seriez capable de dire, ben, si je fais ces quelques éléments-là dans le product backlog, ben, ça serait ma première tranche. C'est très rare que vous êtes capable d'identifier du bénéfice sur seulement un item du carnet de produits. Et c'est très difficile dans un carnet de produits de voir quels éléments ensemble groupés vont vous donner un élément de valeur. Donc, si par exemple ici, vous aviez un potentiel de 10 jours d'économie dans votre processus, bien, je pourrais peut-être aller chercher 70% d'économie. Avec ces 4 éléments-là, bien, je vais mettre ces 4 éléments-là dans mon product backlog groupés ensemble. Et là, d'un sprint à l'autre, je vais suivre où on en est rendu. Et à partir du moment, un certain sprint où vous avez comblé un premier couloir, bien, vous savez que vous avez obtenu pour une première fois un bénéfice. Et ce qu'il y a d'intéressant, comme on a vu dans la vidéo sur la gestion de portefeuille, c'est que là, ça vous génère une option de sortie. Vous pourriez vous dire, on a obtenu suffisamment de bénéfices pour s'arrêter ici, ou vous pourriez commencer une seconde tranche qui va vous prendre quelques sprints à réaliser. Si vous décidez d'aller sur une seconde tranche, comme ici on pourrait représenter, bien là, vous avanceriez d'un sprint à l'autre en montrant d'un sprint à l'autre ce que vous avez réalisé. Et là, vous allez avoir atteint un autre seuil intéressant par rapport aux bénéfices. Et là, toujours dans un souci de retour sur investissement ou de priorité globale à votre entreprise, vous pourriez décider d'attaquer ou pas une prochaine tranche. Donc, pour réussir à faire ça, vous allez devoir faire un exercice qui tourne autour de grouper la valeur. Le story mapping est un bel exemple de ça. Et vous allez être obligé d'identifier ce que représente votre bénéfice, la valeur. Et c'est le levier le plus difficile à identifier. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, il y a des métriques universelles. Même si ici, j'ai des choix de points, jour, personne, item, itération, je pourrais utiliser ces mêmes métriques-là, peu importe le projet. Ce qui est beaucoup plus difficile dans le cas de la valeur, parce que la valeur, elle est propre à votre projet. Par contre, c'est le levier qui est le plus pertinent, parce que c'est lui qui vous permet de profiter au maximum au maximum de la tactique de l'agile en générant des options de sortie. C'est ça qui vous permet de réduire votre time to market. C'est ça qui vous permet de jouer votre gestion de portefeuille au global de l'entreprise. Il reste les risques. Les risques, il n'y a pas vraiment de manière intéressante de les suivre, sinon que par une liste de risques. Et vous pourriez, dans une attitude comme celle de Mike Cohn, vous poser la question, est-ce que tous les risques valent la peine d'être traités? Ici, les cadrans de Mike Cohn disent, à valeur forte et faible, mes risques, est-ce qu'ils valent la peine? Donc, des risques forts et des risques faibles. Si vous avez un long projet où la portée est moins négociable, il faut à tout prix réussir à livrer un seuil important pour être capable d'atteindre une première livraison de bénéfices. Dans ce cas-là, vous êtes plus dans une stratégie de mitigation. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à mettre dans les premiers sprints des items associés à de la forte valeur. Par exemple, si ici, je considérais que 70%, c'est mon couloir avec la plus grande valeur possible, bien, dans les premiers sprints, j'irai identifier les éléments qui sont les plus risqués. C'est eux qui seraient les sujets de mes premières itérations pour mitiger le risque au plus vite. Si vous avez un projet qui vous permet de libérer de la valeur
très rapidement, vous pourriez tomber en capitalisation. Donc, vous allez livrer des couloirs très rapidement pour être capable de libérer de la valeur graduellement. Donc, votre risque ne sera pas nécessairement le plus grand parce que si vous avez un risque qui est associé, par exemple, ici à mon 5 un risque très, très, très important ou même 2 éléments de risque très, très, très importants qui ne sont pas vraiment associés de la valeur, ben, vous n'avez pas besoin de traiter ces risques-là tant que vous ne serez pas proche de la réalisation de ce couloir-là. Par contre, si les risques sont très importants par rapport à votre couloir prochain, ben là, ça vaudrait vraiment la peine d'attaquer ces éléments de risque-là plus tôt. Donc, c'est comme ça que les cadrans de MyCompte vont vous aider à faire la gestion de vos risques. Gestion des risques qui va se retrouver dans votre carnet de produits sous la forme d'items non fonctionnels. Encore une fois, je vous ramène vers la vidéo sur la gestion de la dette et des items non fonctionnels pour compléter la discussion sur la gestion des risques. Donc, vous voyez, je couvre les différents éléments ici, d'échéancier, budget, qualité, éléments plutôt faciles à suivre parce que ce sont les contraintes de l'agile. Pour ce qui est des éléments qui sont plus fluctuants, le plus facile, c'est la portée, les risques aussi. Le plus intéressant, c'est la valeur. Par contre, c'est le plus difficile à identifier. Préférable de suivre votre agilité avec des acquis plutôt que de la consommation parce que votre portée n'est pas garantie et elle est fluctuante.